sur les fonds. Et le décor, l'ensemble des peintures murales trouvées lors des fouilles de la villa de Noyon a été le point de départ de cette nouvelle réflexion sur les décors à champ vert. Alors ce décor avait la particularité d'être un monochrome assez sobre, puisque comme vous le voyez, c'est donc un grand champ vert rythmé par des candélabres, et les panneaux étaient juste définis par de fins filets, donc rien de grandiose comme décor. Et évidemment notre attention s'est tournée sur ce monochrome vert, puisque en peinture murale, les décors monochromes sont très fréquents. On connaît abondamment les noirs, les rouges, les blancs et aussi les jaunes, mais le vert, évidemment, nous interpelle, puisqu'il est assez peu présent dans le catalogue. Et donc justement, on se pose la question de savoir pourquoi si peu de décors verts. Évidemment, ces recherches se basent déjà sur les premières observations faites par Delamarre et Béharat, et donc les recherches de Delamarre menées en collaboration avec le centre de Soissons et à l'époque Alix Barbet sur des enduits du sud de la France, et qui avait mis en évidence l'utilisation de céladonite et de bleu égyptien. Alors, si on cherche les décors monochromes verts en Gaule, on fait très vite le tour. Donc vous avez ce décor de Noyon. Donc voici un détail pour vous montrer, on sont des vestiges archéologiques, donc on a vu de très jolies choses de ski, de Pompéi, mais évidemment en Gaule, c'est un patrimoine beaucoup plus fragmentaire et plus ingrat à traiter, avec un aspect davantage dégradé. Évidemment, le très beau décor du Laconicum de Sainte-Marguerite. Le décor alors donc le Laconicum, tout début du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce décor trouvé sous la place du Palais à Trèves, qui est un monochrome vert avec une zone supérieure, qui est remarquable pour la Gaule, et qui lui est daté de la première moitié du 2e siècle. Un exemple plus anecdotique à Vienne, place Saint-Pierre, puisqu'on n'en garde que ce dessin comme témoin de découverte, pas une photo n'est conservée suite à cette fouille ancienne. Et j'intègre dans la série ce décor de zone supérieure de Narbonne, même si ce n'est pas toute la paroi qui utilise un champ vert, mais seule la zone supérieure, mais bon, je pars du principe qu'il s'agit d'un champ continu, donc je l'intègre. Donc en tout, 5 décors qui ont choisi le vert comme fond pour la mise en œuvre. Sandra Santodro a fait s'est posé ce même type de questions pour Pompéi et a dénombré seulement 3 décors à Pompéi, pour vous dire la rareté en fait effectivement de ce choix de ce pigment. Alors j'ai voulu un peu élargir le catalogue en prenant les panneaux verts qui étaient associés, placés sur un autre fond que le vert, donc associés à du rouge, du noir ou du blanc. La série est un peu plus longue du coup, mais vous verrez, elle n'est pas très longue non plus. Donc nous avons un exemple à Reims de l'époque augustéenne qui est associé à donc on a des panneaux vert céladon avec des panneaux cinabre. Un exemple à Lyon qui montre des panneaux verts et des panneaux blancs. Le site du parking Jean Jaurès a donné 2 exemples, un daté de la fin du 1er siècle, et donc qui présente des panneaux céladon sur un fond noir, et le 2e exemple du début du 2e siècle, un peu plus élaboré, avec des édicules dans les interpanneaux, mais toujours ces panneaux vert azuré, puisque on le verra plus tard, mais je distingue en fait quand le pigment a été identifié, ou s'il n'a pas fait objet d'analyse, je me contenterai de préciser que c'est un vert azuré, puisque ce sont, pour tous ces décors, on a la présence d'un pigment vert associé à du bleu égyptien. Dans la même idée, donc, le décor de la paroi du globe à Vienne, où là, les panneaux verts sont encadrés par des bandes cinabres. Et ici, un décor un peu plus original, puisque ce ne sont pas les panneaux qui sont traités en vert, mais le fond qui est vert sur lequel sont posés des panneaux rouges. Quelques fragments dans la villa de Pazé-Naudouin en Bourie. Un décor qui fait partie des décors récents
trouvés, récemment étudiés, anciennement trouvés, dans les termes du Tillet, et qui représente une tapisserie suspendue au mur, et donc dans l'idée du panneau vert posé sur un champ noir. Et plus récemment, ce très beau décor du cryptoportique d'une domus à Reims, qui a la particularité de présenter des panneaux verts céladons, qui ont subi une réfection en raison de l'humidité du bâtiment. Et donc on présente un second état qui reprend le même type de décor, mais avec une tonalité de vert différente. Et donc je vous présenterai plus en détail ce décor. Donc si on place tous ces différents sites sur une liste par ordre chronologique, vous pouvez voir qu'il n'y a pas on ne peut pas en déduire une mode ponctuelle correspondant à une époque. Les décors sont présents un peu à toute période. On en a dans la première moitié du premier, deuxième moitié du premier, un petit engouement supplémentaire au début du IIe siècle, mais engouement est déjà un mot très fort. Et quelques exemples pour les périodes plus tardives de la fin du IIe, IIIe siècle, voire même IVe, avec un nouvel exemple qui est pour l'instant en cours d'étude à Soissons et qui vient du Luxembourg. Donc on a une répartition chronologique, donc ça reste des exemples isolés chronologiquement. Dans ce tableau, j'ai également créé 2 colonnes pour vous montrer, pour moi, un élément important, parce que la problématique dans notre discipline, c'est évidemment de pouvoir identifier les pigments, et le nerf de la guerre pour les analyses, c'est évidemment les financements. Et donc tous les décors que je vous cite ici n'ont pas fait l'objet d'analyse, et donc vous voyez que seuls quelques décors ont fait l'objet d'analyse, et que chacun, du coup, a permis de mettre en évidence la présence d'une terre verte, puisque les recherches de Delamarre ont montré que 2 terres étaient utilisées pour la Gaule, la céladonite ou la glauconie. La glauconie étant une terre que l'on trouve abondamment sur le territoire de la Gaule. En revanche, la céladonite considérée comme plus prestigieux ou coûteux, puisqu'il s'agit d'un pigment d'importation venu soit de Chypre, soit de Brantonico. Pour les autres sites, je les ai nommés vert azuré, parce qu'il y a suspicion évidemment de l'utilisation, alors une terre verte on en est convaincu, mais de céladonite en mélange avec du bleu égyptien, le bleu égyptien ne nécessitant pas évidemment la réalisation d'analyse, puisqu'on peut le voir à l'œil nu ou à la binoculaire. Alors j'ai positionné tous ces sites, alors de façon un peu plus complète, parce qu'il y en a quelques-uns que je n'ai pas mentionnés. Donc on a 2 sites en Suisse et un supplémentaire à Saint-Laurent-d'Agny également, près de Lyon. Donc pour vous montrer qu'il n'y a pas non plus de mode régional pour la réalisation de ces décors à fond vert, et que la répartition se fait sur tout le territoire. Après, j'ai distingué les cartes par siècle. Là, on peut dire que les observations sont identiques, à l'exception de la deuxième moitié du IIe siècle, où les exemples attestés se situent dans le nord de la Gaule. En revanche, on peut quand même, d'un point de vue géographique, associer ces sites aux grandes voies romaines, et notamment à la Via Agrippa, qui va remonter de Nîmes, passant par Lyon, Reims, Noyon, Amiens, jusqu'à Calais. Et également la voie romaine qui va se diriger vers le limestre rhénan. Alors donc ça, c'était pour les données archéologiques. Donc les derniers décors étudiés, c'est-à-dire ceux de Reims, Noyon, Le Tillet, et puis, alors je citerai aussi Beauvais, parce que Beauvais, la céladonite a été identifiée, mais Beauvais ne présente pas de champ monochrome, et c'est un décor extrêmement complexe d'architecture en perspective, avec des caissons et pas des grands champs. Donc je considère quand même, parce qu'on a des fonds verts, mais c'est des petits caissons. Donc c'est un peu à part, mais on retrouve la même catégorie de pigments. Donc ces échantillons qui ont été confiés à Yana Saniova ont été soumis à différentes méthodes d'analyse qui sont inventoriées ici.
Alors je ne vais pas vous préciser ces méthodes parce que ça ne fait pas partie de mes compétences. Les premières sont très intéressantes archéologiquement parce qu'elles vont nous permettre d'avoir un regard assez précis sur la mise en œuvre du support et de la couche picturale et d'en déterminer déjà les composantes principales. Et les 3 dernières méthodes permettent justement pour les terres vertes de préciser en les croisant s'il s'agit d'une céladonite ou d'une glauconite. Alors je reviens sur le décor de Reims qui m'a un peu remise en question parce que j'avais des préjugés sur l'utilisation du pigment vert et de la céladonite, puisque tous les exemples que l'on avait eus à ce jour de décor à céladonite présentaient ce très beau fond vert azuré, céladon, presque turquoise, parfaitement lissé, d'une très belle texture, très belle qualité, qui voilà, un très joli effet. Et donc ce décor de Reims, qui date du début du IIe siècle, à un moment donné présente des problèmes d'humidité, donc on va refaire le décor, et lors de la réfection, le peintre va garder la même composition, donc va refaire le décor vert, mais en utilisant une tonalité qui est monstrueuse. Je vous ai mis les échantillons, excusez-moi, c'est très subjectif. Donc vous avez le beau vert azuré en haut, et pour la réfection, une espèce de travail de cochon avec un vert foncé, à tonalité jaunâtre, qui va venir orner le bas de la paroi, probablement après la deuxième moitié du IIe siècle. Alors, étant donné que dans mon tableau, j'avais très peu de décors présentant des fonds verts pour la deuxième moitié du IIe siècle et les périodes très tardives, si ce n'est l'exemple de Narbonne, où la glauconie avait été identifiée, mais alors là il y a un peu de suspicion parce que la terre verte a été identifiée par Ramand et l'hypothèse est proposée d'une glauconie, mais je pense que si on refaisait les analyses, peut-être on pourrait remettre en cause ces résultats. Donc, pour moi, c'était une évidence que la réfection n'avait pas utilisé de céladonite, mais avait pris de la glauconie. Et donc, du coup, la question de savoir est-ce qu'au IIe siècle, dans la deuxième moitié du IIe siècle, il était encore possible de s'approvisionner dans ce pigment, ou est-ce que justement les peintres n'avaient pas eu la possibilité de refaire ce décor à l'identique parce qu'ils n'ont pas pu se procurer ce pigment, ou simplement pour des raisons économiques, mais ça j'y croyais moins parce que l'époque n'est pas une période de crise, et surtout pas à Reims. Donc ce ne sont pas des économies du propriétaire, parce qu'évidemment un cryptoportique c'est une surface très grande et il y a plusieurs ailes, donc un besoin abondant de pigments. Donc pour moi l'idée c'était qu'il n'y avait plus moyen de se procurer ce pigment dans la deuxième moitié du IIe siècle. Je confie mes échantillons à Ayana, et évidemment je suis tombée par terre parce qu'elle me dit c'est de la céladonite. Et donc ces deux pigments d'apparence totalement différente, le très joli vert azuré et ce très moche vert foncé, sont tous les deux issus d'un même pigment. Donc voici les spectres infrarouges qui ont permis d'identifier. Donc vous avez à droite, en haut, les spectres du pigment, des échantillons vert foncé, et en bas, le spectre du très beau vert azuré. Donc vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc par ces spectres, donc la céladonite est identifiée par comparaison à des spectres de référence. Du coup, l'intérêt d'avoir une stratigraphie et une vue en macroscopie optique nous permet de comparer justement ces deux échantillons. Et vous voyez donc pour le premier, on observe pour la couche verte une couche compacte, régulière. Sur cette image, vous voyez très bien que les éléments de terre verte sont assez petits et soigneusement mélangés à la matrice, avec la présence de petits grains de bleu égyptien, eux également soigneusement broyés. Si on compare la coupe de la réfection du décor, on observe que la couche est complètement irrégulière, et dans l'agrandissement, que les nodules de terre sont beaucoup plus grossiers, nettement moins bien préparés. La présence de bleu égyptien est attestée, mais très rare. Cette couche est appliquée sur une sous-couche très fine que l'on distingue ici et qui est composée d'hématite et de goethite.
Donc est-ce que cette simple différence de mise en œuvre de la couche picturale suffit à expliquer cette différence visuelle? C'est possible ou pas. Donc on s'est posé un peu la question parce que tous les décors que nous avons aujourd'hui, évidemment c'est sur la base aléatoire des découvertes archéologiques, tous les décors qui présentent ce fond vert foncé, ou en tout cas qui présentent de la céladonite, la céladonite a cet aspect foncé et plus aucun décor n'a l'aspect de ce joli vert azuré que nous aimions tant. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est une question géologique? Donc l'exploitation d'un banc d'un nouveau banc a été mis en place, ou d'une strate dans un même banc. On atteint des strates différentes et donc peut-être une couleur de matière première différente. Est-ce que donc cette préparation, la raison technique, est-ce que cette préparation différente du support suffit à justifier une couleur différente? Ou est-ce une raison culturelle? Et là c'est Jana qui a fait cette proposition et mis l'idée qu'éventuellement la céladonite, parce que c'était à la mode à cette époque-là, on voulait avoir une tonalité plus sombre, la céladonite a pu être chauffée pour obtenir justement quelque chose de différent de ce que l'on avait avant. Donc la réflexion que je vous soumets aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est qu'il semble que la céladonite continue bien, contrairement à ce que j'aurais pu penser, à être utilisée jusqu'au 3e et voire 4e siècle, parce qu'on a un décor en cours qui date du 4e siècle et qui reprend des fonds verts, mais je n'ai pas encore les résultats des analyses, mais on est aussi dans du vert foncé. Donc la céladonite est bien utilisée durant toute l'Antiquité. Elle est utilisée en mélange avec du bleu égyptien pour la Gaule à toute période, contrairement à ce qu'on pouvait dire ce matin. Mais évidemment, la question se pose avec la glauconie qui, elle, semble davantage utilisée pour les bandes ou peut-être pour les motifs végétaux, mais là aussi, il faudrait compléter les analyses. Et donc voilà, je terminerai par cette observation. On n'est pas à l'abri d'une découverte qui viendrait contredire ça, mais il semblerait qu'à partir du milieu du IIe siècle, la tonalité de ce pigment change. Voilà. Je vous remercie.